Bon, merci de prendre place. Le quorum est acté. Monsieur Gérard Chausset sera le secrétaire de séance. Est-ce que vous avez des observations à faire sur le procès-verbal de la séance du 30 juin dernier? Non, je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des questions sur les communications annexées à l'ordre du... Oui, Madame Delnest. Monsieur le maire, mes chers collègues, je reviens sur la 2021-375. Je relis. De signer avec le ministère des Armées un avenant numéro 2 prolongeant jusqu'au 31 octobre 2021 la convention de mise à disposition de la salle polyvalente Le Pavillon du Pingalan pour le pôle de vaccination BNV consenti à titre gratuit. Nous nous posons une question. Au 31 octobre, vu que la 3e dose arrive pour ceux qui ont été vaccinés en janvier-février, il serait judicieux que cette salle soit mise à disposition sur un plus long terme. Là, on est sur le procès-verbal de la séance du 30 juin. Donc, est-ce que vous avez des observations sur le procès-verbal de la séance du 30 juin? J'ai entendu communication, excusez-moi. Je n'entends pas. Elle a parlé de communication, mais on a parlé des communications. Alors, sur les communications, bon. C'est l'intervention D'accord. sur les communications. Sur la mise à disposition du Pingalan, aujourd'hui, il y a une réflexion qui est permanente avec les services de la préfecture d'une part, et avec les ARS d'autre part, pour savoir quand est-ce que nous faisons évoluer l'occupation du Pingalan. Donc c'est quelque chose qui peut intervenir d'un jour à l'autre, mais je rappelle que l'ouverture de ce centre est décidée par la préfecture sur avis de l'ARS, et donc sa fermeture obéira aux mêmes règles. Voilà. Ça ne dépend pas de nous. Ça vous convient comme réponse? Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur les communications? Je n'en vois pas, j'ose en gré. Et donc ensuite, après, je vais donner la parole à Monsieur le secrétaire de séance et donc à Gérard Chausset. Monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie. Donc, il s'agit dans un premier temps de présenter le regroupement des dossiers qui ont fait l'objet d'un accord. Donc, il s'agit des délibérations numéro 105, 107, 109, 115 à 120, 122 à 124, 127 à 132. Pour précision, la délibération numéro 119, Madame Gaspard, Madame Michelet et Madame Boisseau ne prendront pas part au vote, ainsi que la délibération numéro 122 pour Madame Boisseau. Merci. Est-ce qu'il y a des indications sur ces délibérations, Monsieur Millet? Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, nous nous abstiendrons sur la délibération 109 et sur la délibération 122. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur ces délibérations? Je n'en vois pas. Elles sont donc considérées comme adoptées sous réserve des indications précédentes. Secrétaire de la séance. Donc, on va donc passer au passage des délibérations, comme prévu. Donc, les rapports. Donc, le premier rapport, c'est le rapport numéro 106 de monsieur, présenté par notre collègue Serviès, mise à jour du tableau des effectifs, actualisation. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Bon, comme à chaque fois, quand on modifie le tableau des effectifs, donc je viens vers vous pour vous présenter une délibération. Donc cette fois-ci, la délibération concerne trois postes. 2 postes qui font l'objet de création et un poste qui fait l'objet d'une modification des conditions d'emploi. Donc j'y reviendrai, je vais vous expliquer de quoi il retourne. Alors sur les 2 postes créés, il s'agit pour le premier d'un poste qui se situe à la direction de la communication. Ça concerne un poste de chargé de projet digital. Bon, comme vous le savez,
c'est indiqué dans le rapport d'ailleurs, les missions et projets de l'équipe en communication digitale au niveau de la direction de la communication est en constante évolution. Il y a un besoin d'innovation, de dématérialisation, de rationalisation. C'est la raison pour laquelle on est conduit à renforcer l'équipe, donc à vous proposer cette création. La deuxième création concerne la direction projet transition écologique. Donc, comme vous le savez, c'est une direction de création récente que nous organisons petit à petit, et donc nous renforçons progressivement les effectifs. Donc là, il s'agit de la création d'un poste de chargé de projet d'animation, de médiation pour la transition écologique. Donc ces missions, elles vous sont indiquées dans le rapport. Il aura pour mission la mise en œuvre des actions de sensibilisation et d'animation, sur le domaine considéré bien sûr, l'animation de la stratégie d'exemplarité de la ville, le suivi des indicateurs de l'agenda 21 et enfin la gestion des dispositifs à destination directe des Mérignacais. Voilà pour les deux créations. Donc, le troisième poste se situe à la direction du développement. Alors là, il s'agit d'une petite particularité que je vais vous expliquer. Ce n'est pas une création, mais une modification des conditions d'emploi, puisque le poste a déjà été créé. Je vous l'ai présenté en délibération en juin, sauf que, pourquoi je reviens vers vous avec ce poste, parce que quand on l'a créé à l'époque, on n'avait pas indiqué dans la délibération la possibilité, en cas d'appel à candidature infructueux auprès de titulaires, la possibilité de faire recours à un agent contractuel. Donc, comme l'appel à candidature qui a été fait s'est révélé infructueux, je reviens vers vous ce soir en vous demandant la possibilité justement de faire appel à un agent contractuel. Voilà pour les... Alors je suis prêt à donner des précisions si vous le souhaitez. Voilà pour les trois postes pour lesquels donc, nous vous demandons d'approuver la délibération. Merci. Je crois que M. Joël Girard a des observations. Mme Léna Beaulieu. Léna. Monsieur le maire, mes chers collègues, bien sûr, nous voterons cette délibération. Toutefois, ce qui nous inquiète, c'est qu'avec un taux d'augmentation des dépenses de fonctionnement aussi bas depuis plusieurs années, nous savons que nous ne sommes déjà pas en mesure d'assurer le déroulement de carrière minimum de nos agents, dit GVT ou glissement vieillesse technicité. Donc, qui dit embauche, dit non-remplacement de départ en retraite et non-renouvellement de contrat. Il faut déshabiller Pierre pour habiller Paul. Quel service va donc être Pierre ? Quel service à la population va-t-il être amputé au bénéfice d'un autre ? Mais nous reparlerons de tout cela lors du vote du budget. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Je n'en vois pas. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Donc, dossier numéro 108, toujours notre collègue Gérard Serviès, indemnité horaire de travail normal de nuit, mise en place d'une majoration spéciale, autorisation. Voilà. Oui, vous m'entendez ? Il y a la lumière verte qui ne s'allume pas, mais on m'entend quand même, donc c'est parfait. Oui, alors là, la délibération concerne la mise en place d'une indemnité horaire de travail de nuit, concernant les agents, les policiers municipaux qui travailleront dans la future brigade de soirée, puisque vous savez que nous avons le projet de mettre en place une brigade de soirée. Donc nous avons le souhait de leur appliquer, alors certes c'est modeste, mais c'est les textes qui le prévoient ainsi, la possibilité de leur accorder cette indemnité de nuit. Alors comme c'est indiqué dans le rapport, elle se compose de deux choses, un taux horaire de base, que je vais qualifier de base, qui est de 17 centimes de l'heure, et un taux majoré de 80 centimes de l'heure, qu'on peut leur appliquer en l'occurrence, puisque ce taux peut être accordé à certaines fonctions lorsqu'un travail est dit intensif. C'est le cas donc, des missions qu'assureront les policiers municipaux de la brigade de soirée. Donc au total, ça fait un montant de 90 centimes de l'heure. Voilà, donc c'est cette prime que je vous propose d'adopter dans cette délibération, ainsi que l'inscription des crédits nécessaires à son paiement. Merci, M. Saviès. Qui souhaite intervenir ? Madame Mélier.
Monsieur le maire, chers collègues, nous voterons cette délibération tout en regrettant la faiblesse de l'indemnité horaire du travail de nuit pour la brigade de soirée. Une enquête réalisée cet été auprès de 4 555 fonctionnaires à l'initiative du collectif Nos services publics nous alerte sur la perte de sens chez les fonctionnaires dans leur activité professionnelle, identifiée par plusieurs motifs. Premier motif, les salaires qui ne sont pas à la hauteur de l'engagement des agents, et notamment le gel du point d'indice depuis 2010, le manque de reconnaissance des qualifications, le défaut de vision. Tous affirment leur volonté d'assurer leur mission dans le service public pour l'intérêt général. Il serait vain d'imaginer que la dégradation progressive des conditions de travail liée à la loi de transformation de la fonction publique n'ait pas d'effet sur l'image et l'attractivité des métiers dans la fonction publique, en l'occurrence dans le secteur de la tranquillité-sécurité publique. Tout au long de la pandémie, les agents n'ont ni ménagé leurs efforts, compté les heures. Alors aujourd'hui, sortir de la réduction de la dépense publique, augmenter les salaires, le pouvoir d'achat sont des réponses urgentes, certes nationales, mais qui méritent toute notre attention dans cette enceinte. Une fois n'est pas coutume, nous pourrions sur ces bancs reprendre la presque totalité des propos que vient de tenir notre collègue Bélier. J'avoue que lorsque nous avons lu les 97 centimes de l'heure accordés à des personnes qui vont effectuer un travail nocturne, travail qui est indiqué comme étant intensif, un contexte qui est forcément stressant parce que la nuit, voilà, quand on est dans une brigade de nuit, c'est pas franchement de tout repos. Enfin, on a des témoignages multiples sur ce plan-là. Alors, il doit probablement exister un cadre réglementaire qui fait qu'on ne peut pas augmenter comme on le souhaite ces taux horaires. Mais moi, je suis confondu par leur faiblesse. Leur faiblesse. Est-ce que nous avons d'autres moyens d'encourager, de récompenser et aussi de témoigner notre reconnaissance à ces gens qui sont sur le terrain la nuit? Voilà, j'avoue que c'est même, on est dans l'indécence. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais répondre à ça, M. Millet, chers collègues? Effectivement, on est dans la fonction publique territoriale, en l'occurrence, et on a l'obligation d'agir dans le cadre des textes en vigueur. Bon, là, c'est vrai que les 90 centimes, c'est peu de choses, mais c'est un décret qui les prévoit, donc on ne peut pas y déroger. Alors après, il y a tout un système, en dehors des heures de nuit, indemnitaire, spécifique à la police municipale. Alors là, je ne vais pas rentrer dans un cours là-dessus parce que c'est d'une complexité absolument incroyable. J'en discutais encore ce matin avec les responsables. Donc à ce niveau-là, on peut avoir des marges de manœuvre, mais on les a utilisées avec les services, je peux vous dire au maximum. Mais pour ce qui est du différentiel, pour, comment dirais-je, reconnaître via une indemnité le travail de nuit, on est contraint par ce texte. On peut agir sur le reste des indemnités, mais on l'a fait en termes de promotion, en recrutement d'adjoints, etc. On fait des choses pour donner des voies, comment dirais-je, pour donner des perspectives plutôt de carrière aux agents, puisqu'on a ouvert 2 postes d'adjoints, par exemple, qui ne sont pas pour l'instant pourvus, mais qui sont en cours de recrutement. Donc, avec les moyens qu'on a, on essaye de le faire. Après, les textes, ils sont ce qu'ils sont. C'est un peu la grandeur, excusez-moi, grandeur et servitude de la fonction publique. On est pour le service public, pour le statut du fonctionnaire, mais il faut faire avec les textes qu'on a, pas faire autrement. Je pense qu'on peut tous regretter la faiblesse de cette somme pour un travail qui est considérable et dans lequel nos agents prennent des risques. Alors, on avait déjà revalorisé le régime indemnitaire de la police municipale il y a quelques mois. Là, on essaie de faire un coup de pouce supplémentaire. En fait, on essaie de trouver toutes les solutions pour améliorer le régime indemnitaire qui nous semble beaucoup trop bas, quoi.
Mais nous sommes dans un carcan réglementaire qui ne nous permet pas d'aller là où nous voudrions aller. Et c'est un handicap pour nous parce que, évidemment, le recrutement de policiers municipaux est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile puisque un des critères pour aujourd'hui un policier municipal pour être embauché, pour venir, ça va être la rémunération. Hein. Un deuxième critère, ça va être l'armement. Et le troisième critère, c'est sans doute le prix des loyers, quoi. Donc évidemment, avec ces trois critères, Mérignac, comme d'autres, hein, c'est en fait toutes les communes de la métropole aujourd'hui sont handicapées et n'arrivent pas à regrouper. C'est le cas de Pessac, c'est le cas de Bordeaux. Il n'y a pas beaucoup de communes de la métropole qui arrivent à recruter. Hein. En fait, ça appellerait même une réforme beaucoup plus globale, avec sans doute la création d'une école nationale de la police municipale qui mette chaque année en circulation de nouveaux policiers municipaux. Tandis que là, il n'y a pas d'école. Il y a une école de police nationale, et donc chaque année, il y a sa cohorte de nouveaux policiers nationaux, et ce n'est pas le cas pour la police municipale. Donc du coup, toutes les communes se trouvent en compétition pour recruter des policiers municipaux dans toute la France. Je regrette, comme vous, franchement, de la faiblesse de ce que nous pouvons faire. Alors, j'ai bien noté quand même que le groupe communiste vote pour, et le groupe de M. Millet vote pour aussi. Je vous en remercie, tout le monde, unanimité. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, nous avons 4 délibérations présentées par Monsieur Trijoulet, la 110, la 111, la 112, la 113, qui sont différentes, mais qui concernent toutes des acquisitions de parcelles. La 110, d'abord, acquisition de parcelles B140 et B142P, 6 avenue du Truc, autorisation. Juste avant que Thierry puisse intervenir, je voudrais mettre en évidence ce rapport d'activité que vous avez sans doute devant vous, qui est un excellent document qui fait le bilan de ce que nous avons fait dans l'année 2020. Je voudrais remercier les services, évidemment incarnés en premier par Madame la directrice générale des services qui est derrière moi, mais à travers elle, toute l'administration municipale qui effectue un gros travail. Donc, merci à vous tous et à vous toutes. Et maintenant, Thierry. Oui, monsieur le maire, chers collègues, 4 délibérations pour lesquelles, donc, comme ça a été dit, je vais faire une intervention globale et chapeau pour bien illustrer notre politique et nos engagements pour consacrer du foncier à des espaces liés à la qualité et au cadre de vie, pour réaliser des squares et parcs, pour protéger des espaces naturels et participer aux défis climatiques, mais aussi pour anticiper des évolutions en besoin de nos équipements publics, cette politique passant par certaines acquisitions réalisées d'ailleurs au prix du foncier constructible. Donc la première délibération 2021-110, c'est approuver 2 acquisitions afin de créer un espace vert et boisé donnant avenue du Truc en favorisant un accès au quartier, tout en favorisant à terme les déplacements et cheminements doux entre Capéron et le centre-ville. Donc un coût d'achat de 459 450 € et un autre auprès de la copro des Olympiades pour une bande de foncier à 16 790 €. La deuxième délibération, donc 2021-111, acquisition pour 2 fonciers donc afin de réaliser un square boisé au cœur de Capéron, montant total de 950 000 €, en complétant ainsi une précédente acquisition. La troisième délibération 2021-112, une acquisition d'un foncier bâti pour l'évolution à terme du groupe scolaire Oscar Auriac à Beutre pour une estimation donc de 668 000 €. Et la quatrième délibération 2021-113, la continuité pour conforter le parc du Renard, on va en parler en suivant, à Picheil, avec une nouvelle acquisition d'une parcelle donc en zone naturelle pour une estimation de 217 839,90 €, soit au global plus de 2 millions d'euros donc d'investissement pour conforter et améliorer le cadre et la qualité de vie et anticiper sur de futurs services, notamment scolaires. Donc ces 4 délibérations pour approuver ces acquisitions et achats et autoriser monsieur le maire à procéder aux formalités et à signer les actes dans les conditions présentées. Merci. Merci pour cette délibération qui est tout à fait symbolique de l'action de la ville. Au lieu de laisser échapper ces terrains vers des promoteurs, nous les achetons. Voilà. À chaque fois, évidemment, c'est une somme pour
pour la municipalité, mais je crois que personne ne regrettera l'acquisition de ce foncier promis à devenir des parcs ou des jardins. Qui souhaite intervenir? Personne? Bon. Donc je fais le commande. Thierry, tu veux ajouter quelque chose? Non, on procède au vote et on voit si le vote est le même pour les 4. Bon, alors, s'il y a une présentation commune, il y a un vote distinct. Donc pour la délibération numéro 110, c'est-à-dire l'avenue du Truc, qui s'abstient? Personne. Qui vote contre? Pas davantage. La délibération est adoptée. Est-ce que c'est le même sort pour la 111, c'est-à-dire la rue Maubec? La rue Maubec, c'est en plein cœur de Capéron. Donc là, on crée un triangle vert entre la rue Maubec, Olympia de Millepertuis et la rue Jonot. On fait un vrai triangle vert où là, il n'y avait pas du tout d'espace vert. Donc en plein cœur de Capéron, on fait un espace vert. Croyez-moi, par les temps qui courent, c'est quand même rare. Donc est-ce que là aussi, unanimité? Oui. L'avenue de l'Argonne, unanimité? Oui. Et ensuite, après, la rue Charles Despiau, unanimité? Oui, je vous en remercie. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour notre commune. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, donc dossier 2021-114, Monsieur Chaussé, c'est-à-dire moi-même, je vais me donner la parole pour ce sujet qui est un peu dans la suite des 4 que l'on vient de faire, qu'il s'agit de l'extension du parc du Remard, lancement de la procédure de déclaration d'utilité publique, approbation, autorisation. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail, la ville aménage le parc du Renard, situé au cœur du quartier Pichet. Ce nouveau parc, pensé comme un véritable parc nature, s'étendra sur une superficie d'environ 8 hectares, bordé par l'avenue du Général Castelnau à l'ouest et la rue Charles Despiau au sud, rue Charles Despiau dont on vient justement de parler. Rendu inconstructible par le plan local d'urbanisme adopté le 16 décembre 2016, cet ensemble représente un îlot de fraîcheur pour le quartier et vient compléter les trames vertes et bleues de l'agglomération. Une première tranche de travaux a d'ores et déjà été réalisée sur une surface de 1,6 hectare et a permis l'ouverture du parc au public en 2020. Ceci, c'est un début. Ces travaux ont conduit à l'aménagement de 3 aires de jeu pour les enfants, de tables de pique-nique accessibles aux personnes à mobilité réduite, d'un théâtre de verdure, d'un terrain de pétanque, d'un cheminement piétonnier, d'une pause zen, d'arceaux à vélo et à la plantation d'arbres. Le présent projet porte sur l'extension du dit parc pour atteindre environ 7 hectares supplémentaires. Contrairement à la partie déjà aménagée, cette extension permettra de créer un parc nature ayant pour objectif de valoriser et sauvegarder le côté naturel du site. Ainsi, à ce stade, seuls des aménagements mineurs sont envisagés, un passage en tunnel entre le parc existant et l'acquisition, enfin ce qui fait l'objet de la DUP, la création d'un pont de singe, poursuite de cheminement piéton-cycliste, création de zones de convivialité, création d'un local de maintenance, création d'arceaux vélo, accès depuis la rue du Général Castelnau. Donc des travaux de renaturation du ruisseau du Renard seront effectués afin de valoriser et d'en faire un corridor écologique. Par ailleurs, des noues végétalisées seront créées. La voie Charles Despiau sera introduite dans le domaine public et réaménagée afin de permettre un meilleur accès au parc. Ce sera aussi peut-être la fin de ce feuilleton qu'on avait avec cette voie Charles Despiau, parce qu'on ne savait plus très bien à qui elle appartenait. Ça faisait l'objet souvent de polémiques. Et donc, à travers ce projet, on clôture un petit peu ce dossier, pas un petit peu, on clôture définitivement ce dossier de domanialité de la rue Charles Despiau. L'aménagement de cette seconde partie du parc est conditionné par l'acquisition des parcelles qui le composent, ainsi que de la voie Charles Despiau par Bordeaux Métropole. Pour assurer la maîtrise foncière, il est donc nécessaire d'entamer une procédure de déclaration d'utilité publique. Cette procédure permettra l'acquisition des parcelles par voie d'expropriation si les négociations amiables préalables n'aboutissent pas, ce qui a déjà été en cours, mais pour le moment, ça n'a pas abouti. Donc, plutôt que de laisser un peu pourrir ce dossier, il est non pas envisagé, mais il a été décidé de procéder à cette procédure. Ce dossier est coporté par la ville pour les parcelles du parc et par Bordeaux Métropole pour la voirie, donc la rue Charles Despiau, comme il a été déjà dit. À cet effet, la ville va être amenée à solliciter auprès de Madame la préfète de la Gironde l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
conjointe à une enquête parcellaire. S'agissant des impacts du projet sur l'environnement, un dossier de demande d'examen au cas par cas a été déposé auprès des services de la Direction régionale de l'environnement, c'est-à-dire l'ADREAL. Les services de l'État ont dispensé la ville d'une étude d'impact environnemental. Compte tenu de ces éléments, il me manque la partie, elle est là. Il est proposé d'approuver le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'extension du parc du Renard, d'autoriser la ville à déposer auprès de Madame la Préfète une demande en vue de l'obtention de la déclaration d'utilité publique, DUP, d'autoriser la ville à déposer auprès de Madame la Préfète une demande en vue de l'obtention de l'arrêté de cessibilité et solliciter l'ouverture de l'enquête parcellaire relative aux emprises foncières nécessaires au projet précité, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités entraînées par ce projet, ainsi qu'à signer des actes et tous les autres documents à intervenir, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions utiles à l'exécution des travaux correspondants. Donc voilà, Monsieur le maire, chers collègues, au-delà de la présentation de la délibération très formelle pour cette DUP, c'est bien sûr un projet de délibération très important, puisque c'est un acte important, puisqu'on va pouvoir se porter acquéreur d'une totalité de plus de 8 hectares, avec les 1 hectare 6 qui sont déjà existants, à l'intérieur de la rocade. Donc c'est très rare de pouvoir prendre possession de 8 hectares à notre rocade. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de projets actuellement là-dessus. Bien sûr, ça aura un coût pour la ville. C'est 4 300 000 euros, un petit peu plus de 4 300 000 euros. C'est un acte important parce que il faut bien voir que ces terrains, la plupart de ces terrains étaient voués à l'urbanisation, en partie. Donc, si ces décisions n'avaient pas été prises, eh bien, c'est plutôt un projet de lotissement qu'on aurait là aujourd'hui. Et donc, c'est quand même là où c'est placé, pas très loin de la rocade, au nord de la ville, sur ce quartier où il n'y a pas non plus là d'espace vert. C'est vraiment, je pense, une proposition très importante qui peut faire date quand même au niveau de la ville, puisque ces 8 hectares vont être préservés et surtout la partie qui a déjà été faite, vous avez pu le voir, elle a été assez travaillée, puisque bon, en plus elle était plutôt assez nue, mais surtout le projet sur la partie qui concerne la DUP sera à préserver. Il y aura un peu d'élagage parce qu'il y a un peu de nettoyage à faire, il y a un peu d'entretien, on va dire, à faire pour protéger quelques arbres, mais surtout il n'y aura pas d'abattage. On va essayer le plus possible, si je peux me permettre l'expression, de laisser ce bois, en fait, cette partie boisée dans son jus, voilà, avec la possibilité de pouvoir s'y promener, bien sûr, mais de façon tout à fait douce et bien sûr sans dénaturer ce site qu'il faut bien sûr préserver. Je vous remercie. Qui souhaite intervenir? Oui. Alors, on va commencer peut-être par M. Millet. Monsieur le maire, mes chers collègues, autant le dire tout de suite, autant nous sommes opposés très fermement à votre façon d'urbaniser avec excès Mérignac, autant nous sommes tout à fait favorables à cette action qui se poursuit au niveau du parc du Renard. Comme vous l'avez souligné, ce sont 8 hectares qui vont être préservés, soustraits à d'éventuelles promotions immobilières. On ne peut que s'en féliciter. C'est une façon de compenser partiellement, très partiellement, le bétonnage qui a lieu dans notre commune. Alors, ce parc donc, qui va être étendu, puisqu'on a voté précédemment une délibération qui ajoute une parcelle à ce parc, c'est une façon de préserver la nature, de lui donner une place supplémentaire en ville. C'est très bien. Mais cela renforce nos regrets. Nos regrets parce que la nature, c'est une chose, mais la pratique sportive, c'en est une autre. Et la population de Mérignac s'est accrue d'une manière très importante ces dernières années.
sans que pour autant les équipements sportifs aient suivi. Bien sûr, vous allez arriver, peut-être, monsieur le maire, en disant « mais attention, nous préparons le stade nautique », certes, mais le stade nautique ne fait pas tout, et nous avons raté une occasion historique d'avoir des terrains de sport préservés, 4 hectares, au niveau du domaine de Caillavé, où à la place, nous aurons 11 immeubles. Voilà. Nous avons su faire pour 8 hectares pour le parc du Renard. Nous n'avons pas su faire pour 4 hectares, placés idéalement à côté du parc de Bourran, dans un endroit, c'est-à-dire le quart sud-est de notre commune, qui manque complètement d'équipements sportifs. Il suffit de se pencher sur la carte et on le voit, en dehors d'une petite salle de sport qui n'est pas très loin de la glacière, d'un terrain de basket qui d'ailleurs gêne les riverains, parce que les ballons, bien sûr, ça rebondit. Nous avions au domaine de Caillavé 4 hectares que nous pouvions préserver pour offrir au sud-est de Mérignac, tout simplement, les premiers équipements qui pouvaient être attendus. Alors, on ne va pas bouder notre plaisir, oui, de voir l'extension de ce parc du Renard, mais nous souhaiterions aussi que vous nous rappeliez, dans la réponse que vous ne manquerez pas d'apporter, le montant d'investissement réalisé à ce jour pour ce 9e parc. Voilà, je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, donc juste simplement pour soutenir cette délibération qui est la suite des 4 premières dont nous nous satisfaisons, puisque ça montre une volonté forte de la ville d'acquérir des terrains et de préserver des espaces verts. Donc l'idée qui aboutira à un parc bientôt de 8 hectares dans le domaine de Picheil a été semée il y a quelques années et une partie a éclos il y a très peu de temps, en 2020. Il nous est ici proposé d'enclencher une procédure dans le but d'agrandir la surface du parc qui est actuellement d'un peu moins de 2 hectares. C'est la preuve donc, comme je l'ai dit, d'une volonté plus politique forte de protéger les espaces verts en ville qui sont bénéfiques pour la biodiversité. Biodiversité incluant tous les habitants dont nous faisons partie. Donc c'est une forme de sanctuarisation d'un espace qui permet un équilibre avec la nécessaire densification de l'habitat de manière raisonnée dans des zones qui sont à proximité des services et des bassins d'emploi. Pour ces raisons et le fait que ce futur îlot de fraîcheur contribuera à adapter la ville aux futures augmentations de température, le groupe Mérignac écologiste et solidaire votera favorablement à cette délibération, sans oublier pour autant que toutes les méthodes d'adaptation que nous pourrons mettre en œuvre face au réchauffement climatique seront efficaces si et seulement si nous réussissons à contenir le réchauffement climatique bien en deçà des 2 degrés Celsius. Donc notre groupe vote pour cette délibération. Merci. Merci. Monsieur Trigoulet. Oui, monsieur le maire, chers collègues, pour répondre à l'intervention de monsieur Millet, pas forcément que sur les équipements sportifs, le domaine de Caillavé a la particularité, c'est qu'il se situe à côté d'un grand parc et que créer un 2e parc à côté de Bourran, qui est un parc remarquable, n'avait pas forcément une complète utilité. Deuxièmement, il y avait la nécessité de créer du logement social à 5 minutes à pied du tram. Donc je pense que là-dessus, on est dans les objectifs d'offrir également du logement. Et de surcroît, les équipements sportifs auxquels vous faites référence, monsieur Millet, n'avaient aucune utilité dans le sens où le terrain de football n'était absolument pas aux normes, qu'une partie du parc de Caillavé est aussi en EBC et ces EBC n'ont pas été touchés et sont préservés, et que la salle que l'on souhaitait acquérir présentait trop d'inconvénients à utiliser. C'est pour ça que nous ne l'avons pas acheté et que, contrairement à investir sur Caillavé, nous allons juste à côté, auprès de la copro des Tourelles de Charlin, investir pour produire un équipement de proximité, mais ma collègue Cécile Saint-Marc pourra apporter des précisions. De surcroît, on aurait investi, parce que la négociation qui était presque à hauteur de 10 millions à un moment donné pour acheter Caillavé s'est finie autour de 6 millions d'euros. On aurait investi 6 millions d'euros pour acheter Caillavé. Vous nous auriez dit qu'on était de mauvais gestionnaires pour des équipements
sportifs qui n'étaient pas utilisables en l'état. Donc je pense que là-dessus, on a été plutôt bon gestionnaire, à bien placer les investissements où il fallait. Et je suis sûr que vous n'auriez pas manqué de nous attaquer si on avait investi 6 millions d'euros sur Cayavé pour un terrain de foot qui n'était pas utilisable et une salle des sports également. Monsieur Chausset. Monsieur le maire, chers collègues. Oui, alors Monsieur Millet d'abord, Oui. le rapporteur. Allez-y. C'est quand même un peu fort, Monsieur le Premier adjoint, de nous dire que nous n'aurions pas été d'accord pour investir pour le sport, alors que nous venons à l'instant de donner un satisfecit de principe sur les parcelles qui sont achetées, qui ne sont pas données, hein, pour les soustraire à la promotion et offrir de la nature aux Mérignacais. Vous n'avez pas voulu entendre ce que je vous ai dit. Je ne vous ai pas parlé d'ajouter un parc supplémentaire au parc de Bourran. Je vous ai parlé de conserver des installations sportives et bien sûr de les mettre aux normes parce qu'elles n'étaient pas forcément dans un très bon état. Je pense au terrain de tennis, vous voyez, regardez comment c'était. Voilà, il y avait une opportunité. Elle était d'autant plus grande qu'elle était située à côté du parc de Bourran. Lorsque vous êtes sportif, je ne vous fais pas l'injure de ne pas l'être. Je sais que vous êtes très porté sur le sport. Vous savez très bien que lorsque vous avez à vous exprimer sur un terrain de grand jeu ou sur un terrain de tennis ou même en salle, il est recommandé d'aller faire un footing d'échauffement. Il y avait à côté, au parc de Bourran, cette opportunité. On revenait, on s'était échauffé, on pouvait utiliser des installations qui auraient été rénovées. Voilà. Donc c'est ça que nous voulons dire. C'est pas, on ne veut pas vous demander de créer un énième parc à cet endroit-là. À cet endroit-là, il y avait l'opportunité pour offrir au sud-est de Mérignac des équipements sportifs. Nous avons bien noté dans le passé, vous avez raison de le rappeler, que la salle de sport avait été initialement convoitée par la ville, mais qu'elle était dans un état qui ne permettait pas de la racheter sans, quelque part, peut-être pas la raser, mais c'était tout comme, pour la reconstruire. Mais à cet endroit-là, quelle est l'autre alternative pour installer des équipements sportifs de plein air? Je dis bien installer, je ne vous dis pas conserver de vieux équipements qui ont été, qui sont passés. Mais la ville, que je sache, n'hésite pas à aller investir, à bonne raison d'ailleurs, au Burg pour mettre des terrains synthétiques, pour rénover tel ou tel équipement. Seulement, à un moment ou à un autre, la surface de terrain de sport dehors, eh bien, ça manque, parce qu'on a tellement densifié qu'à un moment, vous ne pouvez plus offrir ce qu'attendent les Mérignacais, et en particulier ce que peuvent attendre les jeunes générations, parce que, si vous voulez, quand vous avez comme alternative soit votre écran pour aller jouer à la Game Boy, soit aller, échanger avec les amis du quartier, etc., vous savez très bien que le sport joue un rôle très important pour donner une occupation qui est saine, respecter des règles, parce que quand on participe à un sport, on est obligé de respecter des règles. Tout ceci, c'est fortement éducatif. Ça n'a pas seulement l'objet de la pratique, mais l'objet de l'occupation saine, et en particulier des jeunes. Dans le sud-est de Mérignac, je vous le répète, il n'y a rien, ou quasiment rien. Alors, vous me dites qu'il va y avoir un équipement qui va être installé. Bon, dont acte, tant mieux. Je dirais, c'est une nouvelle, parce que nous n'en avons pas eu vent jusqu'à présent. Voilà. Je souligne cette occasion ratée parce qu'elle est historique. À cet endroit-là, vous pouvez chanter sur tous les tons qu'on manque de logement social. C'est vrai, mais en tout cas, à cet endroit-là, quand on est dans un logement social, et il y en a tout autour, on a besoin de s'exprimer par le sport. On ne pourra pas le faire dans cette partie de Mérignac. On sera obligé de se déplacer ailleurs, de créer des besoins de déplacement, de renforcer la circulation alors que nous avons une armature de voirie qui est insuffisante. Et c'est ce manque de vision que nous dénonçons tout en votant favorablement à cette extension du parc du Renard. Mais c'était l'occasion de le souligner. Voilà, nous ne sommes pas contre tout, contrairement à ce que vous avez avancé. Nous sommes pour l'intérêt et le bien-être des Mérignacais. Merci. Madame Samar.
Oui, monsieur le maire, merci. Monsieur Millet, puisqu'on parle de sport, quelques peut-être renseignements ou quelques peut-être petites informations. Ce sud-est de Mérignac dont vous parlez, vous avez raison, il est sous-équipé actuellement, mais nous l'avons en ligne de mire. Vous savez peut-être qu'à la place de l'ancien COSEC et avant le futur COSEC, nous allons avoir un équipement qui va être proposé en mois d'avril prochain. Cet équipement sera un espace couvert de pratiques sportives pour le hand, le basket, le volley, le badminton, notamment de nos lycéens, et qui pourra être utilisé par les habitants les soirs et les week-ends, sera ensuite porté sur le site Anatole France, donc dans le quartier de la Glacière dont vous parlez, pour y rester définitivement. Voilà, cet équipement a pris 4 mois de retard puisqu'il nous a été nécessaire de faire certains relevés topographiques et de géodétection également des réseaux afin de pouvoir avoir un équipement pour la glacière qui sera donc approprié au sol qui va le recevoir. Donc voilà peut-être un équipement qui coûtera 622 000 €, qui pourra peut-être répondre à vos questionnements en dehors de l'information que vous a donnée également notre premier adjoint Thierry Trijoulet. Oui, juste quand même pour compléter, le parc de Caillavet, je vous le dis, monsieur Millet, 6 millions d'euros pour un espace, c'était énorme, parce que 6 millions d'euros, vous faites plusieurs terrains synthétiques de grands jeux, vous faites 3 salles de sport, donc il y avait une approche de bon gestionnaire à avoir. De surcroît, puisque vous parlez de logement, nous faisons 50% sur ce site, c'est 50% de logements sociaux dans un environnement de qualité. Et vous l'avez signalé avec Bourran. Donc je pense qu'on est pleinement dans la production de logements dans un cadre de vie de qualité. Monsieur Millet, mais après on en termine. C'est pour avoir des précisions, parce que là, je vous remercie pour les informations que vous nous avez données, Madame Saint-Marc, mais vous nous parlez d'un équipement dont je n'ai pas bien compris la définition. On ne peut pas comparer, me semble-t-il, ce qui pourra être mis à Anatole France par rapport à un terrain de 4 hectares. Enfin, si vous voulez, on n'est pas sur la même échelle, on n'est pas du tout en train de parler de la même chose. Je salue, si c'est le cas, l'effort qui est fait, mais si vous voulez, on est en train d'ergoter avec des petites choses alors qu'on a de grands besoins. Et je rappelle que le budget de la ville de Mérignac, ça tourne autour de 100 millions d'euros. Voilà, acheter un terrain de 6 millions d'euros pour garantir l'avenir sur plusieurs décennies, bon, c'est quelque chose qui est tout de même envisageable par une commune comme la nôtre. On a cette chance. Je dis qu'on est vraiment passé à côté. Alors, merci de donner quelques précisions ou peut-être que ce sera donné plus tard, mais enfin, je crains qu'à 622 000 €, on ne soit pas exactement à l'échelle de la réponse à apporter aux besoins des sportifs, et en particulier ceux qui sont dans le quart sud-est de Mérignac. Mais enfin, voilà, j'attends la réponse avant d'affirmer quoi que ce soit. Simplement deux observations. Une qui n'a pas de lien avec la délibération, et une qui a un lien avec la délibération. Sur ce qui n'a pas de lien avec la délibération, c'est l'aspect sportif. Bon, ce n'est pas l'objet de la délibération du parc du Renard, mais bon, vous faites un commentaire en pensant qu'on aurait pu avoir une autre destination. N'oubliez pas quelque chose, c'est que nos Mérignacais, aujourd'hui, souhaitent pouvoir se promener en famille, dans des lieux agréables, et donc nous devons aussi leur offrir ça. Et donc là, c'est ce que nous essayons de faire avec le parc du Renard. Pour le sport, c'est quand même un peu difficile de dire qu'on a la main légère sur le sport, parce qu'on va avoir 3 nouveaux gymnases. Bon, c'est pas rien dans les années qui viennent, mais les années toutes proches, là, qui sont déjà programmées. 2 gymnases avec le collège Jules Ferry, et ensuite après un autre gymnase avec le collège de Beutre. Un 3e gymnase qui va être accolé à la nouvelle école de Chemalon. Donc ce n'est pas exactement ce que vous disiez, puisque ce n'est pas des espaces extérieurs, mais quand même, c'est des possibilités de faire des pratiques de sport. On aura quand même, vous avez passé très vite, mais un stade nautique que vous avez trouvé très cher et qui va être justement une des fiertés de la ville de Mérignac pour les années. Moi, je vous promets quelque chose, c'est que dans 10 ans, on ne parlera plus de ce que vous venez de dire, mais on parlera encore du stade nautique. Et tout le monde en sera très fier. Et donc, c'est la plus belle réalisation sportive de toute la métropole. Donc voilà. Et puis également, vous avez
oublier ce qu'a dit Cécile tout à l'heure, c'est que d'un côté, on a à la place du COSEC, dans l'attente de la programmation, tout ça est très très long et trop long, je me reconnais très volontiers, une structure éphémère qui va permettre de faire du sport à l'extérieur et qui ensuite après partira du côté d'Anatole France une fois qu'on pourra commencer les travaux de rénovation, de construction du nouveau Léo Lagrange. Donc ça va être ça. Et puis ce qu'a dit Thierry Trijoulet tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le même lieu, non loin de Caillavet, aujourd'hui, nous avons une vision sur un terrain qui permettra tout à fait de faire également du sport en plein air. Donc on n'oublie pas ce quartier puisqu'on aura également du côté de ce quartier, et vous le verrez dans un des prochains conseils municipaux, un engagement qui sera pris. Si je reviens quand même un instant avant de donner la parole à notre rapporteur, et je le remercie de sa patience, si on revient un instant quand même sur le parc du Renard, ne faisons pas comme si c'était rien. Le parc du Renard, c'est un peu moins de 8 hectares. 8 hectares, ça veut dire quoi? Le parc du Vivier, là, qui nous entoure, c'est 9 hectares. Donc vous imaginez, ça va être une des plus grandes acquisitions et un des plus grands parcs de la ville de Mérignac depuis, je ne sais pas depuis combien de temps le parc du Vivier existe. Je ne sais pas si Joël t'a ça en tête, mais ça fait sans doute 40 ans, quoi. Donc depuis 40 ans, on n'aura jamais fait une acquisition aussi importante comme un parc, un peu plus de presque 8 hectares, ici 9 hectares. Donc vous voyez, ça va être tout à fait important. Je rappelle aussi que dans le parc du Renard, il y a la possibilité de faire quelques exercices physiques, de faire de la marche, etc. Donc tout ça n'est pas oublié. Sur le prix du parc du Renard, ça c'est une question qui est tout à fait justifiée. Oui, il coûte cher. Pourquoi il coûte cher? Parce que tout le monde avait signé des sous-seins privés. Si on ne bouge pas, le parc du Renard, Thierry Trijoulet l'a dit tout à l'heure, c'est un immense lotissement. Voilà. Donc là, c'est bien de nous remercier. On a empêché que le parc du Renard devienne un immense lotissement. Les sous-seins étaient signés. Voilà. Il a fallu que nous, avec quelques oppositions, c'est aujourd'hui la raison pour laquelle on est obligé de lancer une DUP, c'est parce que tout le monde ne veut pas nous céder. Voilà, parce que évidemment, il y a des sommes considérables qui seraient rentrées dans les caisses des particuliers s'ils avaient pu vendre aux promoteurs comme le Sous-Saint l'annonçait. Donc évidemment, nous on fait aujourd'hui un effort important pour le parc du Renard. Je crois que c'est tout à fait essentiel et vous verrez que là aussi, entre le Triangle d'Or et le parc du Renard, franchement, il n'y aura pas beaucoup de villes qui auront pu aménager autant d'espaces verts que nous dans un seul mandat. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, précision financière, on est de l'ordre de 4 365 000 estimés par les domaines sur cette DUP, donc c'est relativement important, plus les 1 400 000 à peu près précédemment. Donc voilà, donc c'est quand même un investissement, on va dire, considérable, voilà, et unique. D'autre part, moi, je suis le rapporteur, mais c'est vrai que je pense qu'on peut être fier de ce projet, parce que c'est un projet de longue haleine, parce que les premiers éléments, premières alertes m'avaient été données en 2013, et c'est vrai qu'on avait travaillé dès la mandature précédente sur ce sujet, donc il y a eu des interrogations, il y a eu bien sûr des débats, et puis la volonté de mener au bout quelque chose. On n'est pas encore au bout, puisque avec la DUP, ça va prendre du temps. Donc je crois qu'on peut vraiment être fier, et moi je suis d'autant plus fier que l'ensemble, si on est à l'unanimité, c'est vraiment un acte fort, et on a besoin d'actes forts comme ça sur des décisions pareilles, sur des sommes pareilles, sur aussi, au-delà de la volonté, il y a des gens bien sûr qui vont se sentir spoliés, qui n'ont pas du tout la même idée, la même vision qu'on peut avoir. Et donc si être élu, parfois ça peut être mis en cause. En tout cas, là, on peut dire que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, on a vraiment une volonté politique très importante, très déterminée. Et je crois que les générations futures, ne serait-ce qu'il n'y a pas besoin d'attendre de très longtemps, pourront déjà en profiter. Donc c'est vraiment avec un grand plaisir, une grande joie que je souhaite que ce dossier soit porté à l'unanimité. Voilà, j'espère qu'on aura une grande fête lorsqu'on pourra ouvrir l'ensemble du parc. Je vous remercie. Merci, donc je soumets au vote. Qui s'abstient? Personne. Qui s'oppose? Pas davantage. La délibération est adoptée à l'unanimité. Donc, dossier suivant, dossier numéro 121, donc concerne
Madame Ferjot, dossier de la culture. Donc, rénovation-extension du Krakatoa, scène de musique actuelle, demande de subvention, autorisation. Donc, il vous est présenté là la délibération avec une présentation du bâtiment du Krakatoa qui aujourd'hui est un bâtiment de 66 exploité depuis 1990 par l'association Transroc. C'est un bâtiment qui nécessite une rénovation, mais nous, on propose également une extension pour s'adapter aux besoins de l'association. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien cette structure, mais le Krakatoa, c'est la diffusion, ça, pour le moins c'est ce qui est le plus connu, une diffusion avec 50 spectacles sur site, mais également autant qui sont vendus à l'extérieur, avec un prix du billet au moyen qui est à 17,50 €, donc plutôt accessible. Mais le Krakatoa, ça va bien au-delà, parce que le Krakatoa, c'est aussi la création, le soutien aux artistes avec des résidences et des formations, mais c'est aussi la médiation. La médiation qui se fait auprès de tous les acteurs culturels de petite enfance que nous pouvons avoir sur la ville de Mérignac. Ça représente, parce qu'on est allé faire le calcul, 2200 enfants mérignacais par an qui sont accompagnés dans les médiations. Donc ce n'est pas uniquement un spectacle qu'il leur est proposé, mais c'est vraiment une rencontre avec le milieu musical et les artistes. Donc on a fait un travail important depuis quelques années. La ville de Mérignac s'était engagée sur un travail pour calibrer un projet qui correspondrait à l'évolution de l'activité de la structure. Comme je le rappelle, depuis 30 ans, aujourd'hui, l'association évolue dans ce bâtiment. Et on s'est arrêté autour d'un projet qui a été calibré autour de 7 600 000 €, mais avec un reste à charge pour la ville qui serait un peu moins de 2 400 000 €. Le complément viendrait de nos partenaires, puisque nous avons engagé des discussions avec eux depuis un peu plus d'1 an, qui sont essentiellement la DRAC et la région. Le projet que nous vous proposons comprend une extension de la salle, puisqu'on monterait à l'intérieur du bâtiment des balcons pour monter la salle à 1500 places. On aurait une rénovation également qui se ferait au niveau énergétique, avec une récupération des eaux de pluie et un système photovoltaïque, une meilleure isolation et également qui permettrait de maintenir une acoustique et également une insonorisation pour le quartier qui serait raisonnable. Et enfin, on aurait la création d'une nouvelle salle plus petite sur l'avant du bâtiment qui comprendrait le hall et l'avancée comme vous pouvez aujourd'hui le connaître. Ça serait une salle d'environ 200 places qui permettrait des ateliers de médiation, mais aussi une salle qui serait ouverte sur le quartier. C'est un beau projet pour la ville, un beau projet pour le quartier, et nous avons besoin aujourd'hui d'officialiser la recherche des financements auprès de nos partenaires. Merci, Madame Ferjot. C'est effectivement un beau projet. Je voudrais saluer Didier Esteb qui nous fait l'amitié d'être parmi nous ce soir. Merci Didier de tout le travail que tu effectues depuis tant d'années. Madame Cassou-Scott. Merci Didier, oui. C'est un beau projet, un projet ambitieux, comme cela a été dit, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'une rénovation, mais il y a aussi une extension. Et moi, je voudrais souligner et féliciter cette ambition-là, qu'il faudra tenir, parce que la barre est très haute. Je l'ai vu dans la rénovation, notamment énergétique, et quand on sait que le bâtiment est très ancien, on a eu l'occasion d'en parler dernièrement avec Didier. C'est vraiment, je crois que c'est un bel outil, on le sait tous. Alors moi, je le dis d'autant plus qu'il est dans mon quartier, j'en ai de la chance, même si je le fréquente plus beaucoup, parce que comme je disais, je suis un peu has-been par rapport à toute la programmation aujourd'hui, hélas. Mais j'ai pu en profiter. Je sais que beaucoup de jeunes et de moins jeunes, puisque j'ai encore pu le voir dernièrement, il y a tous les âges. Et c'est un bel équipement qui méritait qu'on y fasse plus que du toilettage. Donc merci aussi Vanessa de cet effort. Qui souhaite intervenir? D'autres? Oui, Gérard Chausset. Oui, je crois que je voudrais m'associer aux louanges déjà de l'association Transroc et du Krakatoa, parce que c'est vrai que ça a été dit, mais je crois que c'est, faut le redire, c'est un travail
exemplaire. Il n'y a pas que les concerts, il y a aussi tout un travail de fond. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable et qui est un peu unique quand même. Hein. Je veux dire, c'est pas partout. Il y a parfois des salles, il y a parfois des concerts, mais là, il y a une programmation et il y a un travail, notamment sur les professionnels ou les futurs professionnels, qui est extrêmement intéressant. La programmation aussi, c'est une programmation qui défriche des nouveaux talents aussi et qui fait appel aussi à des anciens talents. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis après, sur le quartier, il faut quand même le saluer aussi. Le Krakatoa, aujourd'hui, fait partie du quartier. Il est intégré. On a l'impression que c'est aussi vieux que l'ensemble du quartier, que aussi ancien. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une réussite, une prise en compte des difficultés qu'il peut y avoir parfois à faire accepter ce type d'activité. Je crois qu'il y a des règles qui sont respectées et il faut le saluer. Et après, sur l'enjeu des travaux, eh bien, là aussi, il y a quelque chose de vraiment intéressant, puisqu'on pourrait avoir je dirais une structure qui serait, je veux dire, exemplaire écologiquement, donc en termes d'énergie, en termes de restauration, de prise en compte, et puis l'effet de vouloir aussi augmenter la jauge, ça c'est quelque chose d'intéressant qui pourrait permettre justement d'enrichir un peu la programmation. Donc en ce qui me concerne, je soutiens de tout possible ce projet et j'espère qu'on pourra le mener au bout en tout cas. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur David Charbit. Oui, une dernière réflexion assez personnelle. Moi, je suis très attaché au Krakatoa parce qu'il m'a vu grandir et je l'ai vu grandir. Et j'ai jamais, moi, perdu de vue que c'est une association qui a transformé une salle des fêtes et qui reste d'ailleurs une salle praticable pour le quartier, mais en une institution de la musique amplifiée en France. Au même titre qu'on connaît l'Olympia, mais partout en France, on connaît le Krakatoa pour une programmation pour les fans de musique amplifiée qui a fait venir des gens qui sont devenus des stars internationales. Et ça, je trouve que c'est l'ultime récompense nécessaire à une association qui a fait un travail hallucinant pendant plus de 30 ans, et aussi, de manière un petit peu plus locale, en rééquilibrage avec les deux autres SMAC qui ont bénéficié de larges subventions. Je pense évidemment au Rocher de Palmer et au Théâtre Barbet. Donc d'un point de vue territorial, il me semblait aussi nécessaire. En plus, on bénéficie de cofinancements très importants et qui témoignent aussi de cette récompense qui est aujourd'hui clairement annoncée de la réussite du Krakatoa. Donc d'un point de vue, je trouve aussi du financement, c'est aussi une récompense. Et il y a ce rééquilibrage au niveau du territoire, au niveau des 3 SMAC. Et bravo. Merci, Madame Vanessa Ferjou. Non, juste, je vous remercie pour les commentaires qui ont été faits et simplement dire que c'est un engagement fort de la ville de Mérignac pour la culture et une reconnaissance pour le travail du Krakatoa. Merci. Et merci à toi, merci. Alors, qui s'abstient? Personne. Qui vote contre? Pas davantage. Unanimité, je vous en remercie. Nous allons passer le dossier numéro 125. Donc, Monsieur Sarraute, mise en place d'un groupement d'achat d'énergie renouvelable, convention avec la société Wikipower, autorisation, transition énergétique. Monsieur le maire, chers collègues, nous proposons le lancement d'un achat groupé d'énergie verte pour les habitants de la commune de Mérignac et pour les toutes petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont moins de 10 employés. Alors, pourquoi avoir lancé ce projet d'achat groupé d'énergie verte? D'une part, parce que ça va dans le sens de la transition écologique de la ville, et c'est un dispositif supplémentaire qui vient compléter des dispositifs qui étaient déjà en place, comme la lutte contre la précarité énergétique, comme les 2 réseaux de chaleur déjà en place, comme le plan photovoltaïque et d'autres projets à venir. C'est un moyen de sensibiliser à la population à cette problématique de l'énergie en tant que source de dérèglement climatique. C'est un moyen d'en faire aussi des acteurs à part entière
Et c'est un bon moyen aussi d'améliorer le pouvoir d'achat des souscripteurs dans le contexte de dérèglement des tarifs de l'énergie que nous connaissons actuellement et sur lequel nous reviendrons un petit peu plus tard. Donc, comme je vous l'ai dit, les souscripteurs seront soit les habitants de Mérignac ou les toutes petites entreprises, c'est-à-dire celles qui ont moins de 10 salariés. Et nous proposons un achat groupé d'énergie sous la forme soit de l'adhésion en achat groupé d'électricité ou de gaz. Alors pour l'électricité, 2 offres seront proposées. La première, c'est une offre 100% française où vous achèterez de l'énergie auprès d'un fournisseur d'énergie qui a lui-même acheté une garantie d'origine. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le principe de la garantie d'origine, ça revient souvent à acheter ici une énergie qui est souvent d'origine hydraulique sur le territoire français. L'autre offre est une énergie 100% verte, toujours d'origine française, qu'on appelle une énergie premium. Et la différence, c'est que vous achetez l'énergie et la garantie d'origine auprès du même producteur. Il s'agit en général de petits producteurs dans le photovoltaïque, dans l'éolien, et qui ont l'habitude de commercialiser leur énergie. Le lot gaz est un lot qui consiste à introduire un pourcentage de biogaz dans le mix énergétique que l'on consomme. Alors, le lot gaz, le pourcentage de gaz sera à définir avec le courtier en fonction d'une part du contexte actuel de l'énergie et de la position de Gaz de Bordeaux, qui est aujourd'hui pas enclin à des négociations qui nous permettraient de faire du 100%, en tout cas 100% biogaz. Alors, cet achat groupé se déroulera comment ? Eh bien, la ville a lancé un appel à projet et 4 courtiers se sont manifestés. Nous en avons retenu un, la société Wikipower. Alors, nous les avons retenus parce que c'est eux qui avaient le dossier le plus solide, parce que c'est eux qui a proposé le plus de garanties. Ce sont eux aussi qui, à travers plus d'une trentaine d'achats groupés, ont montré qu'ils avaient un savoir-faire important. Et c'est eux qui prendront en charge tout le déroulement de cet achat groupé, à savoir que l'information passera par les vecteurs de communication habituels de la commune, les flyers, l'affichage, des vidéos, un site internet, des soirées de permanence, une ligne téléphonique, et c'est la société Wikipower qui prendra en charge financièrement et techniquement le déroulement opérationnel. Et nous, à la mairie, nous ne leur verserons pas un centime. Et c'est eux qui se rémunéreront sur le pourcentage des adhésions. Alors, comment se déroulera l'achat groupé ? Eh bien, il sera planifié en 3 phases. Une première phase d'information et de préinscription qui va durer à peu près 1 mois et demi, au cours duquel eh bien, on pourra se renseigner sur le sens de cet achat groupé, comment ça se passe, les tarifs, etc. etc. Et c'est la société Wikipower qui répondra. Une deuxième phase qui va durer à peu près entre 1 et 2 semaines, qui sera la mise en concurrence des fournisseurs à partir du nombre de personnes ayant manifesté un intérêt à l'adhésion auprès de cet achat groupé. Et enfin, une période d'1 mois, qui sera une période de souscription, c'est-à-dire que chacun recevra une offre financière à partir des renseignements qu'il aura donnés sur sa consommation d'électricité ou de gaz, et nous aurons à peu près 1 mois pour souscrire définitivement à l'offre qui a été négociée. Alors, pour conclure, dans le contexte actuel, bien, ça n'a échappé à personne que nous sommes dans une période de chamboulement des tarifs énergétiques.
Alors on peut toujours dire que ces tarifs énergétiques, ils ont une origine spéculative, ils ont une origine liée au marché boursier ou autre, mais la réalité réside surtout dans un postulat. Le postulat, c'est que nous dépendons actuellement de sources d'énergie que nous ne produisons pas, et sources d'énergie qui ne sont pas renouvelables. Et c'est aussi une offre qui va dans le sens d'une forme d'indépendance, puisque c'est une production essentiellement locale, dans le sens où c'est une production française avec garantie d'origine, qui est proposée aussi bien pour le gaz que pour l'électricité. Merci. Madame Recalde. Oui, moi je me réjouis de cette délibération pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle s'adresse aux particuliers et que je crois qu'elle est de nature à inciter progressivement ceux qui n'osent pas franchir le pas pour aller vers ces énergies renouvelables en toute sécurité, parce qu'on voit que derrière il y a quand même une réflexion, un appel à manifestation d'intérêt, des gens sérieux, et je crois que ça va dans le bon sens et ça fait aussi partie du sens de l'histoire et de la sécurisation de ces marchés. Et puis aussi parce qu'elle s'adresse à des très petites entreprises, de moins de 10 salariés. Les grosses entreprises ont l'habitude, d'ores et déjà, ont des marchés sur les énergies renouvelables, savent mixer l'ensemble de ces sources d'énergie. Les plus petites entreprises, c'est plus compliqué, même si avec Techno-West, il y a un gros travail et la ville de fait en matière d'appréhension de ces énergies renouvelables, de gestion des déchets, d'économie circulaire, avec notamment le dispositif ZIRI. Mais là, je crois qu'on passe un cap qui est très intéressant et il faudra faire la promotion de ce dispositif. Juste une petite interrogation sur le mois et demi de la première phase. Je trouve que c'est très rapide, mais peut-être qu'on nous démontrera le contraire. Il va falloir en tout cas bien mobiliser pour que ces délais soient respectés et qu'on puisse faire savoir ce savoir-faire français, visiblement, qui est aussi une question de souveraineté, et je me réjouis de cette délibération. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Monsieur Girard. Claude Mélier. Monsieur le maire, chers collègues, vous nous demandez effectivement que notre commune adhère à un groupement d'achat d'énergie renouvelable. Bien entendu, ça doit être un sujet, c'est un sujet d'ailleurs contre le réchauffement climatique, et que pour retrouver la maîtrise de nos outils de production et de distribution à la recherche de nouvelles énergies, et bien entendu cette énergie renouvelable. Tout d'abord, je voudrais dire que la libéralisation du secteur énergie à l'échelle européenne n'a abouti qu'à la dégradation du droit à l'énergie et surtout aux ménages en difficulté ou en précarité. Et cela a coûté cher et coûte cher à la nation. Depuis la transformation d'EDF en société anonyme, en 2004, 64 milliards d'euros de dividendes ont été versés par EDF et Engie à des actionnaires. Voilà ce que nous coûte la privatisation. Les décisions d'augmentation de tarifs régulés de vente, le fameux TRV, résultent directement de la politique d'ouverture au marché, à la concurrence et à la loi NON de 2010. Ce que nous, élus communistes, ont combattu, comme dernièrement d'ailleurs le fameux projet Hercule. En organisant ce marché et en mettant à la disposition des fournisseurs alternatifs, c'est alors 13 millions de personnes aujourd'hui qui sont en situation de précarité énergétique en France. Les questions à l'énergie et du pouvoir d'achat sont plus que jamais d'actualité et malheureusement, les différentes annonces d'augmentation de tarifs ne sont pas faites pour améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Le gouvernement doit reprendre la main sur la fixation des tarifs de l'énergie, revoir le mode de construction des tarifs qui se fait actuellement par empilement des coûts avec une part volatile en fonction des prix du marché. Chaque source d'énergie pose chacune et chacune de manière différenciée de forts enjeux environnementaux, sanitaires, économiques, sociaux, financiers, industriels, technologiques, techniques et démocratiques et territoriaux. Pour toutes ces raisons, nous réclamons, nous, la démarchandisation du secteur de l'énergie et une politique de maîtrise publique permettant l'accès à l'énergie pour tous. Pour le groupe communiste, la seule solution répondant à l'intérêt général et à nos concitoyens est de rétablir rapidement un service public de l'énergie, propriété de l'État à 100%, tant pour les investissements, recherche, distribution que pour la fixation des prix, afin d'être en capacité
et d'assurer la transition énergétique. Entamée il y a environ une quinzaine d'années, l'ouverture à la concurrence a failli dans beaucoup de domaines. Dans sa triple ambition, baisser la facture, améliorer les services et préserver l'emploi. Aujourd'hui, en 15 ans, c'est 30% de moins d'agents à EDF et ED10, enfin, tout le service public. C'est le triple échec de la libération de l'énergie. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre cette libération. Pas que nous sommes contre les enjeux, les énergies renouvelables, mais que des groupes privés, avec l'aide des aides de l'État, en profitent pour faire encore d'énormes profits et reverser des dividendes à leurs actionnaires. Ce n'est pas un scoop, vous le savez, nous combattons bien sûr le capitalisme et nous nous opposerons effectivement au capitalisme vert qui se met en route. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, M. Mauvigné. Cela vient d'être dit, nous sommes favorables au développement des énergies renouvelables, aux côtés d'un mixte énergétique historique d'origine nucléaire et hydraulique, c'est des énergies décarbonées que nous produisons. Nous refusons en revanche qu'elles soient le cheval de Troie de nouvelles dérégulations. Dans ce domaine comme dans d'autres, la théorie selon laquelle il faut, je cite, laisser faire le marché, est une impasse extrêmement coûteuse pour les usagers. Prenons la convention qui nous est présentée. Je cite un passage. Une offre d'électricité verte premium apportant les meilleures garanties en termes de soutien au développement des énergies renouvelables. Cette offre pourrait néanmoins présenter des réductions tarifaires faibles, voire présenter un surcoût pour les habitants en fonction du contexte de la filière au moment du lancement de l'opération. Il faut rappeler qu'une augmentation de 10% des tarifs de l'énergie fait basculer 400 000 personnes en précarité énergétique, source de l'ONPE, l'Observatoire national de la précarité énergétique. Le médiateur national de l'énergie a fait ce constat que certains fournisseurs n'ont pas les moyens de dédier un interlocuteur à la précarité énergétique. Or, il poursuit, cette fonction est nécessaire au sein des entreprises. Les entreprises privées, revendeurs alternatifs d'énergie, se sont regroupées pour défendre leurs intérêts au sein d'une association, la NODE, et n'ont que faire effectivement de la précarité énergétique. Pendant la période du Covid, ils sont montés au créneau contre le prolongement de l'interdiction des coupures d'électricité et de gaz jusqu'au 10 juillet, inscrit dans le prolongement de la trêve hivernale. En conclusion, l'énergie est un secteur stratégique à extraire des griffes du marché, des intérêts privés et des logiques de concurrence. Nous avons besoin d'un grand service public démocratisé au service de l'intérêt général et de nouvelles coopérations, que ce soit en Europe ou dans le monde. Merci. Alors, M. Mauvigné et après Bastien Rivière. Oui, merci, Monsieur le maire. Juste, je voudrais rebondir par rapport aux propos de Marie Récalde. Quand vous citez, M. Sarraute, les PME, etc., 1 mois et demi, c'est très, très léger en délai, sachant que pour la communication, l'information, etc., sachant que nous sortons d'une crise de confinement avec des entreprises qui ont été fermées. Aujourd'hui, ils se remettent en action. Donc, bien sûr, abonder dans ce système-là, ça ne nous dérange pas, mais le délai est très court. Voilà. Donc, et en même temps, les artisans, commerçants et professions libérales sont seuls. On n'est pas dans des grands groupes et c'est nous-mêmes qui devons prendre des décisions. Donc, c'est pour ça que je rejoins un petit peu ce qu'a dit Marie à ce niveau-là. Monsieur le maire, chers collègues, on partage tout à fait les inquiétudes par rapport à la précarité énergétique. L'approvisionnement en énergie est bien sûr quelque chose de structurant pour une société et notre pays, mais néanmoins, à notre place ici, on n'a pas la capacité de choisir
la capacité, la stratégie industrielle de la France et sa stratégie d'approvisionnement énergétique. Donc on prend acte du contexte énergétique actuel et on propose une mesure qui va, nous le pensons, dans le sens de l'aide des ménages, des petites entreprises et du développement des énergies renouvelables. Parce qu'effectivement, le contexte énergétique actuel est très compliqué avec la flambée du prix du gaz qui se répercute maintenant sur le prix de l'électricité. Et malgré les aides gouvernementales, on sait que pour les ménages qui sont à la limite, le plus 1 euro sur le chèque énergie, c'est clairement insuffisant. Il faudrait 7 fois plus. Néanmoins, ce dispositif vise à proposer aux habitants et aux très petites entreprises de bénéficier d'un achat groupé pour, je l'ai dit, contribuer au développement des énergies renouvelables tout en maîtrisant, voire en réduisant leur facture énergétique. Effectivement, en fonction du contexte qui évolue rapidement, on n'a pas de certitude sur la qualité de l'offre qui sera remise, mais dans tous les cas, il y aura une proposition alternative et chaque foyer aura la possibilité d'avoir une offre sans avoir d'augmentation de sa facture énergétique. L'augmentation du prix du gaz met en lumière plusieurs choses. L'une d'entre elles, c'est notre dépendance extrême dans les énergies fossiles et dans les pays pétroliers. Quand on parle de gaz, on parle notamment de la Russie. La précarité accrue des ménages à chaque augmentation du prix de l'énergie met aussi en lumière autre chose, c'est qu'il y a un gaspillage énergétique et une quantité d'émissions de gaz à effet de serre inutiles, extraordinaire dans notre pays, du fait en grande partie d'une qualité de l'isolation qui est souvent médiocre. Donc baisser la consommation de l'énergie en investissant massivement dans la rénovation énergétique, c'est et ça restera le premier levier. Le second levier sur lequel on vous propose de jouer ce soir et de contribuer via cette délibération, c'est favoriser l'accès aux énergies renouvelables, favoriser les investissements dans les énergies renouvelables pour une plus grande indépendance énergétique, notamment vis-à-vis des grands pays producteurs de pétrole et de gaz, et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ce dispositif d'achat groupé d'énergie renouvelable est donc complémentaire de la nécessaire sobriété énergétique et cette délibération est le signe du soutien fort de la ville, du moins de la volonté aux habitants et aux entreprises. Merci. Alors, monsieur le rapporteur. Alors, oui, je crois qu'on a eu il y a un débat sous-jacent sur lequel il faudra peut-être un jour être un peu plus tranchant. Rien ne dit aujourd'hui que si on avait un système étatique conservé comme il était avant, qu'on n'aurait pas une augmentation des prix et qu'on n'aurait pas de problème. Rien ne le dit. Rien ne le dit. Donc je crois que ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est qu'il faut aller vers des dispositifs et des systèmes décentralisés, délocalisés. Il y a des productions, des capacités et des possibilités de produire de l'énergie renouvelable locale. Il faut vraiment développer ça et arrêter de mirifier un système toujours étatique, global, centralisé qui nous assurerait le bonheur éternel dans tous les domaines. On voit bien que ça ne marche plus, ou que ça marche moins bien en tout cas, et on voit bien les échecs qu'il y a eu aussi ailleurs. Donc je crois qu'on entre dans un monde aujourd'hui où il faut favoriser le local, y compris dans les énergies, y compris dans beaucoup de domaines. Il faut laisser le choix à des gens de pouvoir choisir aussi leur énergie, choisir leur production. Voilà, et ça, c'est vraiment important. Alors, on peut, bien sûr, être plus ou moins d'accord sur tout ça, mais je crois que ce qui est vraiment important aussi sur ce sujet-là, c'est que la ville a un caractère pionnier dans ce domaine-là. On va de l'avant et on offre une possibilité nouvelle et une réflexion aussi plus démocratique sur le choix et la production d'énergie. Voilà, et ça, je pense, c'est vraiment quelque chose qu'il faut soutenir, même si on peut regretter un passé qui est révolu de toute façon. Oui, je vais essayer de vous apporter les quelques précisions. Alors pour le mois et demi de délai, on avait vu ça avec la société Wikipower, et puis après on s'est quand même mis en relation avec des communes qui avaient déjà mis en place ce genre d'achat groupé.
à savoir la commune de Hendaye, Chambéry, Auxerre, c'est-à-dire des villes qui ont à peu près la même taille que la nôtre, et grosso modo. Alors Hendaye n'a pas fait les petites entreprises, hein. Mais pour les deux autres, eh bien, chaque fois il est ressorti que 1 mois et demi, c'était une durée qui leur semblait, je ne sais pas si elle est idéale, mais en tout cas correspondre à une adhésion, une souscription relativement importante. Parce que la stratégie de communication avait été correctement mise en place et ça s'était su rapidement. Et le dispositif pour souscrire était un dispositif qui est quand même très rapide. Donc c'est ce que nous avons, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, par rapport à la précarité, les deux offres qui sont offertes par rapport à l'électricité, dans tous les cas, les offres qui seront offertes, il y en a une qui permettra d'avoir un gain financier plus important que l'autre. Alors, ce n'est pas celle qui va offrir la transition écologique la plus aboutie, mais qui offrira des avantages nettement plus importants par rapport à ce que nous avons l'habitude de consommer aujourd'hui. Et la deuxième offre, l'offre premium, offrira aussi un avantage par rapport aux tarifs qui sont proposés. Dans aucun des cas, on va proposer une offre qui sera les deux offres plus chères que ce que paient les consommateurs actuellement. Mais essayons d'être souple quand même dans l'application des délais. On ne va pas empêcher une entreprise qui souhaiterait de ne pas pouvoir bénéficier de cet excellent dispositif. Oui, alors Monsieur Girard, en principe, Joël, tu le sais, non, mais juste très court. On ne parle pas après le rapporteur. Puisqu'apparemment, la délibération sera votée, ça notre concours. Moi, je voudrais qu'on ait, au bout de certains temps, un bilan de la situation. Parce que tu dis dans les villes, savoir comment ça se passe aussi dans les autres villes. Voilà. Quel est le bilan de ces groupements? Le bilan, c'est que dans chaque commune, ils ont relancé des achats d'énergie groupés tous les ans. C'est-à-dire à partir du moment où ils l'ont fait une fois, ils l'ont relancé tous les ans pour essayer d'augmenter le nombre de souscripteurs. Parce que ce qu'il n'avait pas fait la première année, peut-être par timidité, aussi parce que il y a une forme de fidélité aussi de la part de certaines personnes vis-à-vis de leurs fournisseurs historiques. Eh bien, ceux qui ont réussi à la fois à faire des économies et aller dans le sens d'une économie plus verte ont été de bons communicants vis-à-vis de ceux qui étaient susceptibles de souscrire. En tout cas, nous, aucun des trois nous a dit n'y allez pas, il ne faut pas le faire. La réponse, la question était pertinente, mais la réponse est convaincante. Alors, qui s'abstient? Oui, tous, donc uniquement vous, de votre groupe? Vous deux? D'accord. Qui se vote contre? Voilà, donc le groupe communiste. Et les autres votent pour, et donc la délibération est adoptée. Donc, dernière délibération 126, mobilité douce et logistique urbaine. Monsieur Couronneau, mise en place d'un service de location longue durée de vélos assistance électrique et d'une flotte de vélos assistance électrique pour les agents de la ville. Monsieur Couronneau. Monsieur le maire, chers collègues, à la sortie du confinement en mai 2020, une opération de prêt de vélos gratuits de 50 vélos a été proposée aux habitants de Mérignac, prêt sur une durée de 3 mois et qui visait à faciliter les déplacements domicile-travail des Mérignacais. L'opération a connu un grand succès. Elle a été renouvelée 5 fois et elle aura concerné à la fin de l'année environ 300 Mérignacais. À l'issue de ces prêts, une enquête de satisfaction a été réalisée et elle a permis de mesurer que la grande majorité des habitants, des emprunteurs, avaient été très satisfaits de ce service et que environ un tiers des emprunteurs avaient acheté ou envisagé à court terme l'achat d'un vélo à assistance électrique. Fort de ce succès et compte tenu des enjeux de mobilité dans la ville a souhaité augmenter cette flotte de vélos électriques et de proposer la possibilité aux habitants d'essayer sur ces vélos sur une durée un petit peu plus longue que 3 mois. C'est un retour que l'on avait eu de la part des emprunteurs
qui, au bout de 3 mois, pour certains, n'avaient pas suffisamment assimilé, approprié les déplacements en vélo pour s'engager dans la démarche de l'achat d'un vélo électrique, qui est un investissement qui est quand même relativement coûteux. Compte tenu de l'évolution donc du dispositif, de sa montée en charge, sa gestion par les agents de la ville qui avait été réalisée avec l'aide de bénévoles pour les premiers dispositifs de prêt n'était plus concevable. Il a donc été décidé de sous-traiter ce dispositif. Le service qui sera proposé à la commune, aux habitants de la commune en 2022 sera une location donc longue durée sur des périodes de 3 mois, 6 mois, 12 mois, sachant que pour les habitants qui auraient préféré au départ ne s'engager que sur une période de 3 mois ou de 6 mois, ils auront la possibilité de prolonger cette location jusqu'à 12 mois. Pour ce faire, on va augmenter la flotte. Cette augmentation de flotte de vélos électriques va se faire par tranche de 50 VAE, alors VAE, vélo assistance électrique, excusez-moi, avec un objectif final de 300 VAE en 2024. Objectif qui pourra être amené à être modifié. Tout va dépendre de l'utilisation et des besoins. On verra à ce moment-là, le marché nous permet de faire évoluer dans ce sens. Par rapport à ces vélos électriques, nous proposerons aussi la location de vélos cargo. Les tarifs de location n'ont pas encore été arrêtés, ils sont présentés dans un prochain conseil municipal. Ils seront construits sur la base d'un équilibre budgétaire des dépenses de fonctionnement liées à la mise en place de ce service et à un benchmark national réalisé au prix des collectivités qui proposent déjà ce service. Un tarif social sera proposé. Pour vous donner une idée, on devrait être sur la base d'un tarif normal compris entre 20 et 25 euros et un tarif social entre 10 et 15 euros. Par le retour d'expérience aussi de ces 5 campagnes de prêt, les habitants, l'emprunteur avait l'obligation de non pas déposer un chèque de caution, mais de s'engager à payer une caution en cas de vol du vélo, et ce qui représentait quand même un frein, 1800 euros qui risque de disparaître, c'est un peu dur. Donc on va proposer une offre d'assurance de façon à, en cas de vol, que cette caution soit levée totalement ou partiellement. Nous sommes en cours de recherche de négociations pour cette offre. Pour la mise en place de ce projet, la ville a donc lancé un marché public. La commission d'appel d'offres du 14 septembre a adopté la sélection des candidats. Le premier lot du marché, qui concerne l'acquisition des vélos assistance électrique avec des prestations de maintenance préventive et curative, a été attribué à la société Arcade, PMI vendéenne, qui s'est associée à la société Vélogique pour la maintenance de ces vélos. Le deuxième lot du marché concerne la mise en place du service de location auprès des Mérignacais. Il a été attribué à l'association Léon à vélo. Le budget de l'opération sur 4 ans est estimé à 620 000 euros pour l'investissement pour l'acquisition des vélos et leur maintenance, et de 134 000 euros de dépenses de fonctionnement pour la mise en place du service de location. Je précise donc que les dépenses de fonctionnement seront compensées par les recettes de fonctionnement liées à la location. Il y avait dans l'appel d'offres un troisième lot qui était consacré à la mise en place d'une flotte de vélos assistance électrique avec abri sécurisé pour les déplacements professionnels des agents de la ville. Ce lot a été déclaré sans suite. Le seul candidat qui avait répondu a présenté un abri vélo qui n'était pas jugé suffisamment qualitatif en termes d'usage, et on n'a pas donné suite à ce lot-là. Compte tenu de ces éléments, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'accord cadre avec la société Arcade et Cycle pour le lot numéro 1 et avec l'association Léon à vélo pour le lot numéro 2, et à prendre toute décision relative à l'exécution et au règlement de ces marchés. Merci. Qui souhaite intervenir? Personne, tout le monde est convaincu.
de la pertinence du dispositif. Bon, c'est votre dernier mot. Bon. C'est merveilleux. On ne peut que craindre un manque de vélos si tout le monde est aussi passionné. Mais enfin, mon rêve, c'est d'avoir des embouteillages de vélos. Bon, alors, est-ce qu'on considère que c'est l'unanimité? Oui, pas d'abstention, pas de vote contre. Unanimité, je vous en remercie. Monsieur le maire, chers collègues, après cette séance quasi historique, avec quasiment beaucoup d'unanimité, en tout cas, sur un certain nombre de sujets, dernière question orale du groupe Ensemble pour la ville durable, portant sur l'aire de grand passage. La parole est à... Qui c'est qui prend la parole? Ensemble pour une ville durable, monsieur Jacinto. Ça marche ou ça marche pas ce truc? Oui, la parole est à monsieur Millet ou à qui? Non, c'est monsieur Jacinto, je crois qu'il faut. Monsieur Jacinto. Il n'y a pas de micro. Si, ça marche. Vous n'avez pas de micro? Si, ça marche. Bon. Monsieur le maire, mes chers collègues, le 9 juillet, Conseil de Bordeaux Métropole, vous avez acté votre volonté concernant la création de 2 aires de grand passage pour les jeunes de voyage. Donc, on est situé à Courtillage, dans le quartier de Botte. Nous considérons que rien ne justifie ce choix, le choix de cet emplacement. De plus, le futur collège prévu sur la planète de sport se situe à la proximité de cette éventuelle aire de grand passage, aussi qu'il arrivera à la proximité, sachant que nous sommes déjà sacrifiés dans le quartier à la Chaille, le crématorium et d'autres choses. Nous comprenons la nécessité de l'aire de grand passage, mais nous nous interrogeons sur le choix de l'emplacement, alors que dans le quartier, nous avons déjà l'aire de la Chaille. Nous avons 2 propositions à vous faire. Premièrement, la mairie possède un circuit automobile pour l'emplacement qui n'est pas à proximité des riverains et que la superficie nécessaire pour cette aire, pourquoi pas l'installer sur cet emplacement. Deuxième proposition, vu que votre ancien adjoint à l'artisanat, sur le mandat 2014-2020, Jean-Michel Bertrand possède 12 hectares à côté du circuit automobile, vu les avantages qui ont été accordés au PLU 3.1, pourquoi pas un geste de sa part avec l'installation de l'aire de grand passage sur une partie de ce terrain. Oui, alors, pour vous répondre, il me semble important quand même de s'arrêter un peu sur le pourquoi une aire de grand passage. De quoi s'agit-il? Comment ça fonctionne? Avant de se poser la question de où et pourquoi le où. Alors, en matière d'accueil, d'habitat et de stationnement des gens du voyage, je vous rappelle que le droit français se caractérise, depuis plus de 30 ans, par la recherche d'un équilibre entre le souci de préserver le mode de vie itinérant des gens du voyage, d'une part, et la nécessité de maintenir l'ordre public et de faire respecter le droit de propriété, d'autre part. Cette loi du 5 juillet 2000, dite la loi Besson, est relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage, constitue une première réponse du législateur à cet impératif. Cette loi, elle prévoit l'adoption dans chaque département d'un schéma départemental fixant des secteurs géographiques où les communes doivent réaliser des aires permanentes d'accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage. Ainsi, notre schéma départemental a prévu 3 aires de grand passage sur la métropole. L'une à Bordeaux, l'aire de Tourville, une capacité de 150 places, et 2 autres sont attendues, l'une sur la rive droite et l'autre sur la rive gauche de Bordeaux Métropole d'ici 2024. De nombreuses hypothèses ont été faites sans jamais avoir été suivies des faits. C'est pourquoi le préfet, et c'est son rôle, a enjoint à la métropole de se mettre en conformité avec la loi. 2 sites sur 2 zones de la métropole ont pu ainsi être identifiés. L'une sur la rive droite, et c'est un emplacement sur Artigues près de Bordeaux qui s'est avéré possible, et l'autre sur Mérignac, considérant la 2e plus grande commune de la métropole en capacité de répondre à cette obligation.
Une aire de grand passage, elle se distingue d'une aire d'accueil permanente comme celle de la Chaille, puisqu'elle est destinée à accueillir des gens du voyage lors de leur migration vers leur lieu de pèlerinage. Elles sont prévues pour accueillir des groupes de plus de 50 caravanes sur des durées de 1 à 2 semaines durant la période estivale. Elles ne sont donc ouvertes que du 1er mai au 30 septembre. Sa surface doit être au moins de 4 hectares. L'occupation est payante. Un coordinateur est missionné par l'État qui veille au bon fonctionnement du site. En effet, le séjour du groupe sur l'aire est subordonné à la signature d'une convention d'occupation temporaire entre la collectivité, en l'occurrence ce sera Bordeaux Métropole, et les preneurs ou leurs représentants. Celle-ci précise les obligations liées à l'occupation, au paiement et au respect du règlement intérieur, à la bonne utilisation des moyens mis à disposition et en bon déroulement du séjour. La collectivité et la préfecture doivent être préalablement prévenues et informées du nombre de caravanes présentes ainsi que de la durée prévue du stationnement. Ça fait plus de 12 ans que la métropole tarde à se mettre en conformité. Or, c'est à la seule condition d'être en conformité avec la loi que la loi Besson, cette fameuse loi, attribue le pouvoir d'interdire le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors des aires et des terrains aménagés à cet effet. Ce pouvoir de police spécial est réservé exclusivement aux seuls maires des communes qui ont rempli les obligations mises à leur charge par le schéma départemental. Sachez donc du fait, et de ce fait de cette non-conformité, que l'État ne nous accorde pas la procédure simplifiée d'expulsion lors des occupations illégales. De même, pour le même motif, la justice, souvent, ajourne ses décisions en nous opposant notre propre illégalité. De plus, les remises en état des terrains occupés de façon illégale, vous le savez, s'avèrent très coûteuses pour les collectivités, hormis d'ailleurs tous les dégâts environnementaux que cela peut produire. Seconde commune de l'agglomération, Mérignac devait participer à cet effort collectif. Force est de constater que les terrains de 4 hectares répondant à des normes réglementaires pour l'accès à l'eau, la qualité des sols, des zones ombragées, sont rares. Lors de la précédente mandature, un terrain avait été identifié avenue Marcel Dassault. Les négociations avec le propriétaire n'ont pu aboutir. D'autres terrains ont donc été recherchés et identifiés par Bordeaux Métropole, dont celui de Courtillas. Le maire et quelques élus ici concernés ont d'ores et déjà reçu un collectif de riverains afin que ces derniers puissent s'exprimer. Le terrain de Courtillas n'est donc pas encore désigné comme le terrain définitif, puisque d'autres terrains sont encore également à l'étude. Il est donc difficile, voire impossible d'évoquer les autres possibilités tant qu'aucune garantie sur la faisabilité technique réglementaire est avérée. On continue de prospecter. Et quoi qu'il en soit, le terrain qui sera finalement proposé devra faire bien évidemment l'objet d'une consultation préalable obligatoire avant tout lancement de travaux. En conclusion, pour toutes ces raisons qui reflètent, et je le rappelle, les valeurs de notre République, la sagesse et la raison nous invitent donc à respecter la loi dans le souci d'une gestion équilibrée de mode de vie de la communauté des gens du voyage, qui se voit aussi elle-même contrainte par la loi à respecter les règles de vie de notre collectivité. Le choix du site ne pourra bien évidemment pas se faire sans aucune information, sans explication, pour garantir une véritable concertation citoyenne, tant les représentations et les confusions dans ce domaine existent ou sont entretenues par les uns et les autres. Si vous avez une réponse parfaite, Monsieur Jacinto. Concernant la création d'aires de grand passage, nous sommes d'accord. Le respect de la loi, nous sommes pour. Par contre, nous sommes totalement opposés à l'emplacement à battre. En sachant que nous pensons avoir d'autres endroits pour. Pourquoi toujours abattre? Chaque personne ne veut à côté de chez toi, et chaque fois abattre. Et voilà. Nous avons déjà d'autres choses, donc nous sommes suffisamment sacrifiés. Alors je vous demande, Monsieur le maire, de voir les choses autrement.
D'abord, le quartier de Beut n'est pas un quartier sacrifié. Je ne peux pas laisser dire ça. Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais on peut regarder des chiffres. Mais le quartier de Beut est un des quartiers où on a investi le plus ces dernières années. Bon, que ce ne soit pas suffisant, je vous l'accorde volontiers. Des choses qui concernent les gens de passage. Vous avez fait la vidéo, c'est pas pour les gens de Beut c'est pas un quartier sacrifié. choses. Vous le savez bien, il y a beaucoup d'équipements. Deuxième point, mais Madame Cassou-Scott, Sylvie a tout dit parfaitement. Mais quand même, je voudrais rappeler que j'ai pris, le jour même de mon élection à la métropole, le jour même, j'ai pris un engagement qui n'était pas simple quand même. C'est de résoudre cette question. Voilà. Ça fait 10 ans, Sylvie a dit 12 ans, je crois, qu'on tourne en rond, on va et vient, et qu'il ne se passe rien, que tout le monde se passe la patate chaude, de commune en commune. Il y a même des communes où des maires ont dit on y va, et puis ensuite après, comme par hasard, le conseil municipal votait contre. Bon, vous connaissez ces communes autant que moi, je pense. Hein. Donc moi, cette comédie, je veux l'arrêter. Je trouve que ce n'est pas digne, ni pour les personnes concernées, ni pour les riverains. Voilà. Donc il faut trouver une solution, et qu'on ne peut pas reprocher à des gens d'être hors la loi en l'étant soi-même. Bon. Et donc j'ai pris cet engagement, et cet engagement, je suis en train de le tenir. Et je voudrais remercier Alain Garnier, le maire d'Artigues, d'avoir accepté qu'il y ait une aire de grand passage sur son terrain, et ce n'est pas facile, et lui aussi, il est confronté à des pétitions et évidemment à des oppositions. Dans toute la France, à chaque fois qu'on fait une aire de grand passage, on a des oppositions, toujours, partout, personne n'en veut. Tout le monde trouve ça très bien sur le papier, mais dans la réalité, personne n'en veut. Donc on aura l'aire de Trourville qu'on achète au port autonome, la métropole achète le terrain au port autonome, on a l'aire d'Artigues, et il est normal que Mérignac, qui est la deuxième commune de la métropole, ait également une aire. Ensuite, après, on n'est pas sourd, on a discuté avec les gens qui ont eu des arguments tout à fait sérieux et qui nous ont également fait réfléchir. Et donc, actuellement, on regarde à une alternative. Si on trouve une alternative, eh bien, on prendra cette alternative. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous l'annoncer. Voilà. Mais sachez qu'en tout cas, nous y travaillons. Monsieur D'autant plus, Millet, Monsieur Jacinto, lequel des deux? Pour l'instant, c'est moi, après c'est lui. C'est vous le président du groupe. Bon. N'oubliez pas, monsieur le maire, que pas loin, à moins environ 1 kilomètre, vous allez construire le collège de Beut. Donc, il ne me paraît pas conciliable, alors je ne sais pas quoi, conciliable, d'y aller construire une aire de grand passage à environ 1 kilomètre d'un collège. Bon, monsieur Millet. Sachez, monsieur le maire, que nous sommes parfaitement solidaires avec la préoccupation qu'exprime mon collègue Jacinto au sujet de l'installation de cette aire. J'ai été moi-même assez surpris et alerté lorsque, au conseil de métropole de juillet, vous avez, j'ai réécouté vos paroles, affirmé que l'aire serait à Mérignac et serait à La Chaille. Donc, nous tenons à saluer le rétropédalage, quelque part, qui est en train d'être fait, qui est du bon sens. C'est-à-dire qu'en l'absence de concertation, en ayant annoncé un terrain, vous avez été trop loin, mais nous saluons le fait que, loin de vous, comment dirais-je, vous bloquer sur ce que vous aviez annoncé, vous essayez de trouver quelque chose qui permette à la fois, comme cela a été dit, de respecter la loi, parce qu'il faut qu'elle soit respectée, et aussi de respecter la qualité de vie, en particulier dans le quartier de Beutre. Ce quartier est effectivement un quartier qui a des allures de quartier sacrifié. C'est un quartier où il est très difficile de se rendre par les transports en commun, donc cela crée des problèmes pour les jeunes et moins jeunes, bien sûr, qui veulent aller vers la métropole ou en revenir. Surtout que, bon, en dehors de la fréquence, il y a aussi les horaires. Il y a pas mal de nuisances. L'avenue François Mitterrand, eh bien, en fait, c'est une... Alors là, pour le coup, ce n'est pas une aire, mais c'est une voie de grand passage voilà, qui a ses conséquences. Il y a l'aire de La Chaille. Voilà, ce n'est pas un quartier qui est gâté. Donc, nous vous remercions de prendre en considération le premier mouvement et de surprise et d'indignation et de protestation qui a eu lieu, et nous espérons que la concertation, cette fois-ci, aura des vraies allures de concertation, c'est-à-dire qu'on pourra en parler préalablement à une annonce. Je vous remercie. Donc, qu'une méthode dans cette ville, c'est la concertation et le dialogue, sur tous les sujets, y compris celui-ci.
Quant au transport, quand même, il faut bien voir que le collège de Beuthe va nous permettre de disposer d'un transport en commun qui desservira à Beuthe. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a souhaité que le collège soit à Beuthe, parce que ça va lui permettre d'avoir une meilleure desserte. En tout cas, je vous remercie de votre soutien, Monsieur Millet. Merci à vous tous et je vous souhaite une bonne soirée.